Bonjour Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de thérapie littéraire. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de Chanson douce, un roman écrit par l'autrice Leila Slimani. Aujourd'hui, pour la boisson du jour, on a décidé de choisir une des boissons dont ils parlent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au final dans le livre, Non. mais celle-ci, ils en parlent plusieurs fois. Donc on va boire un verre de vin. Et c'est le moment de vous rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Oui, faites attention. Mais ce verre de vin là, c'est vraiment la vibe d'Aaron en crise qui se retrouvent le soir pour boire leur petit verre de vin et papoter de leurs soucis. Oui. C'est un peu la vibe là, on va se raconter des gossips sur le livre avec un accompagnement de qualité. Alors comme d'habitude, on aura une partie sans spoilers, une partie avec spoilers. Donc évidemment, on vous préviendra avant de passer à la partie qui spoil. Petite Chine, Petite Chine avant mais de commencer. carrément, Ouh. faut savoir qu'on boit pas du tout dans des verres de vin. Donc désolé pour cette miniature, cette vignette absolument pas esthétique. Mais les verres sont quand même beaux, faut le dire. C'est vrai. Merci de le remarquer. Dans Chanson douce, on retrouve beaucoup de thèmes qui sont très discutés dans la société et qui sont toujours d'actualité année après année. On va parler de la maternité, la figure de la mère, le ressenti postpartum aussi, de dépendance affective, mais aussi dépendance financière, ouais, les préjugés de classe. Enfin voilà, on est dans un livre qui aborde quand même pas mal de questions sociales, sociologiques, Sociétal. sociétales, trop de mots. Donc, je pense que beaucoup de femmes, c'est sûr, les femmes, mamans ou pas, vont se retrouver dans ce livre, et puis certainement d'autres personnes aussi. Mais c'est vrai qu'on ressent que voilà, c'est un livre très féminin dans ses enfin, prises de parole, même si c'est pas explicitement dit, mais Oui, ça n'a pas été écrit par un homme, quoi. c'est exactement ce que j'allais dire. On ressent que c'est une femme qui l'a écrit. Alors, par rapport au genre du livre, c'est assez dur à définir parce que on partirait un peu sur thriller psychologique, mais en soi, ça parle de tellement de choses, comme tu le disais, d'un point de vue social que, en fait, je peux pas vraiment le catégoriser. Mais Oui. voilà, on va dire que c'est un peu une ambiance thriller, mais qui parle de plein de sujets importants. Alors, ce roman, il faut savoir qu'il est très connu, vous le connaissez sûrement déjà aussi, parce qu'il a gagné le prix Goncourt 2016. Tout à fait. C'est un roman qui a été traduit dans plus de 40 langues. J'ai vu que déjà en un an, il avait déjà atteint presque le million de ventes. Donc il a circulé très très vite. Aujourd'hui, il y a plusieurs millions de titres vendus. Enfin, il a été vendu plusieurs millions de fois. Et il a été dans la liste des 10 meilleurs livres de l'année 2018 du New York Times. Rien que ça. Rien que ça. Donc, ouais, le livre, il a vraiment fait le tour du monde et il y a même eu une adaptation au cinéma. Ok. En plus, ce qui est fou, c'est que ce que tu disais par rapport au New York Times, c'est que on parle quand même d'une autrice française. De ouf. Et Mais oui, et en plus, elle n'était pas vraiment connue avant ce livre-là. ouais. C'est celui-là qui l'a vraiment propulsée. Et là, je suis en train de voir que le film qui est sorti sur ce livre, il est paru en 2019, donc quand même assez rapidement après la sortie du livre. Mais aussi, il faut dire, enfin moi en tout cas, je parle peut-être pour toi, mais ce qui nous a donné envie de le lire, c'est aussi un peu l'aspect thriller, quoi. Oui, bah de ouf, En forcément. mode petite enquête, petite... voilà. De ouf. Alors, vous savez que, enfin, je vous le dis, mais moi, je l'avais déjà lu. Mais il y a quelques années, franchement, je me rappelle plus quand, mais ça fait vraiment longtemps. J'étais au lycée, je pense, quand je l'avais lu. Ah oui. Ça devait être pas longtemps après la sortie. Et, mais du coup, hyper contente de l'avoir relu parce que j'avais pas beaucoup de souvenirs. Et quand même, quand je l'ai lu, j'étais assez jeune, donc je pense que j'étais pas en pleine capacité de tout analyser, tu vois, et de tout comprendre. Enfin, comprendre, oui,
mais pas voir... je pense que j'avais pas vu beaucoup plus loin que l'histoire en elle-même, tu vois. Ouais. Donc là, le lire avec un cerveau d'adulte, c'était vraiment beaucoup plus intéressant. Tu relatais pas trop au rôle de maman, quoi. Non, pas vraiment. Aujourd'hui non plus, Non, finalement. non, après, aujourd'hui non plus, mais j'arrive mieux à me projeter dans les sujets, quoi, tout Ouais, et simplement. puis dans les enjeux qu'il aborde. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui fait très peur avec ce livre, si vous connaissez un petit peu l'histoire ou vous l'avez déjà lu, c'est que elle est basée sur des faits totalement réels, qui ont bien eu lieu dans la vraie vie. Et ça s'est passé en 2012 à New York. Ça s'appelle l'affaire Jocelyn Ortega. On vous en dit pas plus pour le moment, parce que sinon ça va un petit peu spoiler le contenu du livre, en gros, si vous savez vraiment pas de quoi parle ce livre. Donc on en reparlera plus tard. Mais sachez qu'il se passe un drame, et que ce drame a eu lieu dans la vraie vie. Oui. Et du coup, voilà, le livre est sorti 4 ans après ça, et il est, pour le coup, vraiment inspiré de ce fait divers. Par rapport au contexte, ce roman, il s'inscrit dans une période où la question du féminisme moderne et de la conciliation vie pro, vie perso prend de l'ampleur. On voit de moins en moins de femmes qui sont femmes au foyer. On va dire dans ces années-là, entre 2010 et 2020, voilà, c'est quand même normal pour une femme de travailler, de bâtir sa carrière. Mais, enfin, dans le sens où c'est légal, mais c'est encore quand même très mal vu par beaucoup de personnes. Le fait qu'une femme puisse faire passer sa carrière avant ses enfants ou avant son mari, enfin voilà, ou de donner trop de temps à son travail euh, par rapport à sa famille, quoi. On va vous parler maintenant un peu plus de l'autrice, pour que vous puissiez un petit peu la cerner, savoir qui elle est. Donc Leila Slimani, c'est une autrice et journaliste franco-marocaine et qui a grandi à Rabat, où elle est née, du coup, à Oui, IBS, au Maroc. au Maroc. Et elle vient d'une famille qui est relativement aisée. Ouais. Ce qui m'a étonnée en regardant sa biographie, c'est qu'elle vient pas d'un monde très littéraire. Oui, plutôt genre médical, je crois, du côté de sa mère. Ouais, Bon, sa mère, elle est médecin et je crois que son père, je sais plus s'il était genre dans la politique ou... wait, je l'ai vu en plus aujourd'hui. Ouais, moi aussi j'ai regardé, mais j'ai oublié. Banquier. Ah, banquier, donc la finance. Ah oui, vraiment, non, rien à voir. Comme tu le disais, Chanson douce, c'est son deuxième roman. Et c'est vraiment avec celui-là qu'elle est devenue une écrivaine renommée. Elle a gagné, comme on vous le disait, le prix Goncourt en 2016. Et, fun fact, pas du tout fun, Ouais. c'est la 12e femme en 113 ans d'existence de ce prix à le remporter. Bah du coup, on peut la féliciter, hein, Bravo. Bravo, madame. Et pour avoir lu plusieurs de ses romans, enfin, je crois que j'en ai lu trois quatre, enfin de ses livres, parce qu'elle n'a pas écrit que des romans en fait, on sent qu'elle apporte beaucoup de son vécu personnel dans ses livres, notamment sur sa double nationalité, parce que comme vous le disiez Léa, elle est née et a grandi à Rabat, mais elle a reçu une éducation, on va dire, ouais, à la française, parce qu'elle était dans des écoles françaises, et maintenant bah, elle vit en France, donc elle a vraiment vécu dans les deux pays, et elle dit souvent dans les interviews bah, que elle est à la fois 100% marocaine et à la fois 100% française. Enfin voilà, elle fait pas de, on va dire, de distinction. Genre elle se sent plus l'un ou plus l'autre. Elle a baigné vraiment dans les deux cultures, quoi. Mais ouais, du coup, de son vécu, on ressent qu'elle a un fort... Enfin, on ressent et elle le dit aussi qu'elle a des forts intérêts pour les sujets liés au féminisme, à la sexualité, notamment à la sexualité des femmes aussi, à la religion, tout ça. Et aussi, il faut savoir qu'elle est mère de 2 enfants. Et là, ça fait un peu sens dans Chanson douce. Mm. On ressent que, pour le coup, elle s'y connaît, quoi. Ouais. Elle sait de quoi elle parle. Le personnage de Myriam, qu'on va vous présenter après dans Chanson douce, je pense qu'il doit être forcément inspiré de sa vie, à mon avis. Ouais. Juste pas le même métier. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir vous présenter enfin la famille Massé et leur histoire. Lorsque Myriam, mère de 2 jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu, le piège de la dépendance mutuelle va se refermer sur eux,
jusqu'au drame. Vous pouvez repenser à l'histoire que Léa vous a racontée avant. Ouais. Une histoire vraie qui s'est passée à New York. On y vient. Voilà, on est le drame, voilà. On est dans ça. Non, en vrai, dans cette partie, non spoilers, on va pas vous dire quel est le drame précisément. Enfin, je pense pas. Même s'il survient page 3. Oui, même si c'est au tout début du livre, mais en vrai, si vous l'avez pas encore lu et que vous voulez vous garder cet effet un peu de surprise, parce que je pense que c'est quand même mieux de le commencer sans savoir ce qui va se passer. Oui. On va pas le dire, mais bon, voilà, je pense que vous pouvez assez rapidement comprendre où ça va. Oui, surtout que le résumé parle d'un drame, mais il dit pas quoi. Voilà. Comment, qui, donc on vous laisse imaginer ce que c'est. Pour ce qui est des personnages, Myriam est une jeune femme racisée, faut quand même le préciser. Ouais. A priori, elle est maghrébine. Ouais, d'origine algérienne. Ouais, voilà, je crois que c'est ça, d'origine algérienne. Et c'est une femme entre 30 et 40 ans, à peu près. Ouais. Elle a fait des études de droit, elle a toujours été pleine d'ambition, sauf qu'elle a eu assez rapidement des enfants avec son mari et aujourd'hui elle se sent plutôt coincée dans son rôle de mère au foyer. Elle a de nouveau envie de travailler et c'est pour ça, comme tu l'as raconté avant, qu'elle décide de se relancer dans sa carrière d'avocate. C'est une femme qui est plutôt présentée avec un fort caractère en vrai, même si ça veut pas dire grand chose, mais voilà, elle se laisse pas faire et elle a quand même une soif de réussite assez puissante. Vous allez le voir, Myriam, c'est un personnage qui est très tiraillé justement entre sa vie perso et sa vie pro, c'est-à-dire son identité en tant que femme et son identité en tant que mère. Oui. Donc voilà. C'est quelque chose qui la pèse beaucoup. Ensuite, nous avons son mari, Paul. Il travaille dans le monde de la musique, dans des studios d'enregistrement. Il est genre producteur ou beatmaker, je pense, un truc comme ça. Je crois producteur. Et comme Myriam, il est très ambitieux. Genre, c'est vraiment sa carrière avant tout. Enfin, dans le sens où il rentre tard. Il priorise, voilà, le fait de signer ses gros contrats, ses contrats avec des gros artistes plutôt que de rentrer manger avec ses gosses le soir. Voilà, sauf que lui ne ressent pas du tout cette pression que ressent Myriam vis-à-vis de ça. Lui, il se pose pas la question de ouais. Est-ce que je suis plus père que je ne suis homme Non, ça... Non, non, lui, juste, il vit sa vie, quoi. Living life. Voilà, il n'y a pas de question, tout va bien. Ensuite, on va vous présenter un personnage éminemment important dans cette histoire, parce qu'il s'agit de la fameuse nounou recrutée, Louise. Yes. Alors, elle a une 50aine d'années, ce qui est assez choquant parce qu'elle en paraît beaucoup moins. Et c'est vrai que même moi, à la lecture, j'étais un peu... Je pensais que c'était vraiment genre une étudiante. Ouais. En fait, dans son caractère, elle fait un peu gamine quand même. Ouais, et genre après, tu t'apprends qu'elle a 50 ans, t'es là en mode « Quoi ?» Ouais, c'est clair. Enfin bref. Ce qui participe au fait qu'elle fasse beaucoup moins que son âge, c'est qu'elle est très petite et fine. Elle a des cheveux blonds et un teint très pâle. Par contre, elle est toujours maquillée, coiffée, habillée à la perfection. Et ça détonne pas mal avec sa situation de vie, sa situation financière, on va dire. Parce que, voilà, c'est dit à plusieurs moments dans le livre, mais elle se la joue un petit peu au-dessus de ses réels moyens. Oui, c'est ça. Elle a passé toute sa vie à s'occuper d'enfants qui viennent de familles bourgeoises. On va dire, elle a un peu adopté ces codes-là, en fait. Ouais. Elle paraît très effacée, genre un peu timide, tout ça, mais en vrai, elle n'est pas tant que ça, parce qu'elle éduque les enfants dont elle s'occupe vraiment avec une poigne de fer, dans le sens où elle est très à cheval sur l'éducation. Et en plus, un truc qui est très étrange, c'est que malgré sa corpulence, elle a énormément de force. Ouais, et c'est prouvé à plusieurs endroits dans le livre. Ouais, c'est ça. Et... tous les gens qui l'embauchent sont en mode c'est la nounou parfaite, elle sait tout faire, elle s'occupe de tout sans qu'on lui demande rien, elle fait même le ménage, machin, alors qu'elle a pas du tout besoin. Voilà, quels sont les défauts de cette femme en fait. Mais tu sais que par contre, moi ça m'a fait trop penser un peu le début, le cadre, ça me fait trop penser à la femme de ménage. Oui, en vrai de ouf, c'est un peu ça, c'est vrai. Elle, pour le coup, Louise ne vit pas dans une voiture comme la nounou dans la femme de ménage, mais elle a aussi un quotidien très précaire parce qu'elle habite toute seule dans un studio en banlieue parisienne, studio qui tombe un peu en miettes. Ah bah clairement, ouais. Et, qui est insalubre. C'est ça, donc
voilà, il y a vraiment une différence extrême entre son train de vie et le train de vie démassé de Myriam et Paul qui sont bien. Ouais, ils sont pas riches non plus, mais voilà, c'est un peu des bobos parisiens. Ils ont un peu d'argent, mais pas non plus trop, parce que bon, ils peuvent quand même se permettre d'embaucher une nounou à temps plein. C'est Enfin, clair. c'est quand même pas, voilà. Les deux derniers personnages qu'on peut vous présenter, c'est Mila et Adam, qui sont tout simplement les enfants de Myriam et de Paul. Donc Mila, c'est l'aînée. On ne sait pas exactement quel âge elle a, mais au fur et à mesure de l'histoire, elle doit avoir genre 5-6 ans. Mm. Et son petit frère Adam, plus 2 ou 3, parce qu'il parle quand même. Oui, Donc s'il parle, c'est qu'il a genre au moins 2 c'est ans. vrai. Ah, c'est ce qu'on peut dire sur Mila, c'est que elle est extrêmement chiante. Une gamine pourri gâtée. Oui, en fait, c'est vraiment l'enfant insupportable qui fait des caprices pour rien, qui pleure tout le temps, qui écoute jamais ce qu'on lui dit. Enfin, après, ce n'est pas sa faute, hein, mais Oui. Mais après, enfin on en reparlera je pense, mais je trouve qu'au fur et à mesure du roman, elle s'assagit quand même. ouais, oui, c'est clair. Ouais, ouais. En même temps, concernant nos impressions générales, qu'est-ce que t'en as pensé toi là au début, quand tu t'es un peu plongé dedans? Bah, déjà, c'est un livre qui est choquant, Ouais. genre vraiment tout le long. C'est dès le début, tu commences par un choc, et quand tu continues, tu enchaînes C'est ça. les révélations affreuses. Et je trouve que c'est vraiment hyper intelligent comme livre, dans le sens où c'est des thèmes, genre le thème de la maternité, etc. Et les personnages, genre une mère, une nounou, c'est des thèmes et des personnages qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans des thrillers comme ça. Mm. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'aborder ces sujets à travers justement un thriller, parce que ça marque beaucoup plus les esprits. En fait, c'est pas juste un roman lambda Sociologique, ouais. sociologique, ouais, ou de genre une histoire de mère au foyer. Enfin, il y a vraiment un truc beaucoup plus profond que ça, une vibe très angoissante qui est vraiment là tout le long du livre. Ouais. Et ça, enfin, ça passe super vite déjà parce qu'il est pas très long, mais parce que tu ressens vraiment une tension qui augmente au fur et à mesure. Et en fait, c'est horrible vu que dès le début, tu sais comment ça se termine. Enfin, tu sais ce qui va se passer dans cette famille. Et en le sachant, c'est encore pire parce que du coup, tu avances en te disant, mais comment ils ont pu en arriver là en fait? Et du coup, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui te garde encore plus dedans. Et sinon, ouais, en fait, les personnages, ils sont aussi super bien écrits, je trouve. Enfin, très, très spécifiquement Myriam et Louise, qui sont quand même les deux plus importantes. Parce qu'elles sont à la fois super relatable, en Ouais. mode tu t'identifies à elles Ouais. et elles font de la peine, mais en même temps, elles sont horribles, toutes les deux. Donc, ouais. Et toi? Je trouve aussi que c'était choquant. Enfin, j'étais aussi choquée, mais surtout dès le début. Ouais, Parce que bon, voilà, encore une fois, on vous le dit pas, mais vraiment les 3 premières pages te mettent vraiment une claque ouais, et on te dit, allez, tiens, maintenant continue. ouais, c'est ça. C'est ouais, c'est très le début, je trouve que il a l'avantage de vraiment te plonger cash dedans. Tu vois, t'as pas de temps d'adaptation en mode vas-y, je rentre doucement dedans. Non, t'arrives, t'es dedans. Mm, Voilà, c'est comme ça. C'est ça démarre tout de suite. Ensuite, bah moi je trouve qu'il y a vraiment cette impression justement une fois que t'es dedans de pas lâcher jusqu'à la fin. Parce mm. que comme tu le disais, vu que tu sais ce qui se passe tout de suite au début, bah après vraiment genre chaque page que tu tournes c'est une page qui te rapproche de la vérité du dénouement Ouais. et du coup tu veux trop savoir, tu veux trop tout disséquer, observer, savoir vraiment le pourquoi du comment. Et sinon aussi je trouve que bah, tu t'immisces vraiment de façon très 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 précise dans l'intimité de gens. Enfin je sais pas, je veux dire les massés ça peut être n'importe quel couple que tu connais qui a des enfants, Mm. tu vois. Ah bah c'est clair. Et du coup, tu t'immises vraiment dans cette intimité. Et je trouve que ça déclenche à la fois de la curiosité parce que tu découvres un quotidien de gens et tout. Mm. Mais d'un autre côté, c'est un peu malaisant. Ouais. Parce que je veux dire, tu rentres, c'est comme si vraiment il y a des gens que tu connais vite fait ou même que tu connais pas du tout. Et genre, tu rentres chez eux et tu vois genre Mm. toute leur vie, tu vois. Et surtout, ce qui est un peu malaisant, c'est que on le voit surtout un peu vis-à-vis de Louise. Ouais. Et vous l'avez compris, elle est chelou, quoi. Donc, voilà.
Non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à le dire, mais t'as raison, genre, il y a vraiment une ambiance hyper gênante tout du long du livre, mais pas en mode gênante, genre, ah, c'est cringe. Non, non. Genre, Ouais. gênant en mode, oh purée, Bah, je veux partir d'ici. oui, et puis surtout en mode, t'as l'impression de pas avoir le droit d'assister à ce à quoi tu Ouais, assistes, tu ouais, vois. c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment super, hyper réaliste, quoi. Oui, bah Enfin, oui. Bah franchement, moi je te dis, l'appartement des Massé, le plan est dans ma tête, ouais, ouais, les ouais. pièces sont configurées, Non, mais c'est clair. je me représente tout. Nous allons maintenant passer à la partie spoilers, maintenant qu'on vous a un petit peu posé le décor. Pour écouter la fin de l'épisode, vous pouvez passer à 58 minutes et 57 secondes. Si vous n'avez pas lu le livre, arrêtez-vous maintenant et revenez une fois que vous l'avez lu. Et sinon, bah, on vous laisse continuer avec nous. Alors pour ce livre, on est de nouveau sur un point de vue omniscient, comme La Maison hantée de Shirley Jackson qu'on a lu dans l'épisode juste avant. Et son style, il est très marqué. Oui, très. Je trouve qu'il est vraiment, genre, fortement réaliste. Ouais, Je sais pas comment le dire autrement, tu vois, mais en fait, on dirait littéralement que elle s'est immiscée dans la vie d'une famille et que, genre, comme si elle avait noté tous ses faits et gestes, enfin, tous leurs faits et gestes, et qu'après, elle en avait fait un roman. Genre, c'est vraiment tellement bien pensé, enfin, tellement réaliste. ouais, et puis surtout quand elle écrit, elle passe pas par quatre chemins, genre... Ah ouais. Voilà, sujet, verbe, complément, bam. Ouais, ouais, c'est ça. Elle a un style très, entre guillemets, tranchant et sec. Genre, Mm. c'est un peu imagé, mais je trouve que ça définit plutôt bien la manière de raconter, quoi. Oui, et puis justement, l'aspect sec, je trouve que ça renvoie un peu au fait que... Enfin, t'as pas un dégouli d'émotions, Ouais, ouais, c'est ça. c'est sobre. Oui, c'est ça. Le truc spécial aussi qu'on peut noter dans la structure narrative, c'est que, bah, en fait, on commence par la fin, Oui. par le drame, et puis Là, on peut le dire, on est dans Là, la on peut le partie dire. spoilers, les enfants sont morts. Oui. En fait, on commence par la fin, où on arrive dans une scène où on comprend qu'il y a eu un meurtre, que ces deux enfants qui ont été assassinés par leur nounou. Et là, vous comprenez que c'est Louise qui a assassiné Mila et Adam. Et elle s'en sort, c'est ça le pire. Oui, elle s'en sort, elle finit dans le coma à l'hôpital, mais eux sont décédés. Et donc on commence par ça, par ce moment hyper joyeux, et en fait on remonte le fil durant tout le livre, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, quoi. Et c'est pas trop linéaire dans le sens où il y a certains moments où on replonge dans le passé lointain, genre dans le passé bah, de Myriam ou de Louise, puis ensuite on revient au présent mais avant le drame, puis on revient au présent, genre avec l'enquêtrice qui enquête sur l'affaire. Enfin, c'est assez décousu, mais ça reste toujours très facile à suivre, genre on n'est pas perdu, quoi. Ouais, non, je trouve aussi que les Mm. flashbacks sont bien maîtrisés. T'es jamais perdu en te demandant, parce que tu vois, par exemple, les chapitres justement avec l'enquêtrice de police, Mm. ça arrive vraiment sur la fin. Ouais, Et donc tu comprends vraiment voilà, qu'on arrive à la fin de la chronologie et ça fait sens, quoi. oui, ouais, c'est ça. Mais par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est plein de petits chapitres comme ça qui se lisent assez vite. Et tu vois, par exemple, quand je lisais le soir, j'étais en mode bon, vas-y, je finis ce chapitre et je vais dormir. Et en vrai, genre, il se finissait genre assez vite et tout. Mm. Donc, franchement, nickel. Ouais, de ouf. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Ah oui, je me permets juste du coup de revenir sur cette histoire de fait divers qui a réellement mais eu oui. lieu, maintenant qu'on peut dire les mots. Donc c'est exactement pareil, presque. Enfin, elle s'est vraiment beaucoup inspirée de ce fait réel parce que on parle aussi d'une nounou qui a tué... Bon là, il y avait 3 enfants. Elle a tué 2 sur les 3, parce que la troisième était avec la mère, donc difficile. Oui. Mais... c'est horrible. Mais du coup... On raconte ça. Faut bien dédramatiser, d'accord? Oui. On n'est plus dans l'épisode d'Halloween, là, c'est bon, c'est fini. Mais donc ouais, on est vraiment dans ce truc de la nounou tue les 2 enfants dont elle a la garde. Et pareil, elle essaye aussi de mettre fin à ses jours. Elle échoue aussi. Et donc, bah, finalement, elle assiste à un procès. Parce que voilà, quand tu tues des enfants, généralement, ça ne se passe pas bien. Il faut faire face à tes actes. C'est ça. Donc, on est vraiment sur la même histoire.
on en reparlera après, mais moi je me dis que quand cette affaire a éclaté aux États-Unis, je pense qu'il y a plein de gens qui ont regardé leur nounou comme ça et qui se sont dit Mais de ouf. Mais en plus, ça arrive quand même souvent, enfin, pas le cas de figure précis en mode elle les assassine volontairement, mais il y a Ouais. aussi énormément de nounous qui tuent des enfants sans faire exprès. Oui, ou même juste des abus, quoi, en mode les Ouais, frapper ou je oui, sais les pas, tu vois. frapper ou genre les secouer hyper fort. Ouais. Mais voilà, je pense que en vrai, c'est des cas qui arrivent Plus souvent qu'on assez, ne le ouais, pense, plus ouais. souvent qu'on le pense, je pense. Alors, je sais pas quel moment a été le plus marquant pour toi. Honnêtement, dans le précédent livre qu'on a lu, du coup, La Maison Hantée, on a galéré à trouver un moment Ouais. marquant. Mais alors là, Ah ouais, là j'en ai là, plusieurs en c'était tête, hein. difficile. Ouais. Moi, je pense que le moment qui m'a le plus hanté, c'est vraiment quand la famille part en vacances au ski, il me semble, Mm. et qu'ils partent pendant une semaine. Et Ouais. pendant une semaine, Louise, elle reste chez eux. Oui. Genre, elle habite chez eux, alors que eux n'en ont aucune idée. Ouais. C'est C'est horrible. horrible. Parce que, tu sais, au-delà de... Enfin, tu sais, ça réveille vraiment ce truc de... Il y a un inconnu chez toi, tu le sais pas, qui vit chez toi. Ouais, La ouais. meuf, elle prend une douche dans ta douche. Bon, heureusement, la meuf n'est jamais allée dans leur lit. Bah, Dieu merci. merci de cet Mais effort. tu sais que déjà, même avant qu'on sache que vraiment elle vit dans leur appart quand ils sont pas là, genre juste, même quand elle fait son taf habituel de nounou, genre juste les trucs en mode que elle range leur chambre ou tu sais, elle refait leur lit et tout, je trouve déjà ça hyper intrusif à la base, tu vois. Oui. Bah, surtout qu'elle est pas engagée pour ça, à la Oui, base. en fait, Bon, c'est ça. après, ça les arrange bien, Oui, mais... ça les arrange, mais sur le principe, genre, j'ai trouvé ça déjà dérangeant, tu vois, en mode de faire ça alors que c'est pas dans ses missions, ça lui a pas été demandé. Mais en fait, moi, le moment où ça... Enfin, ce qui m'a vraiment donné des frissons Hmm, de peur, limite, d'angoisse, c'est que ça me fait trop penser à un phénomène, je sais plus, c'est un nom en anglais, mais tu sais, hmm. c'est ce truc de des gens qui habitent chez d'autres gens, mais qui ne le Ah, savent pas. oui, En mode, je vois. je sais pas, en mode dans ta maison, t'as une attique ou t'as un grenier Oui, ou oui, quoi, et genre, t'as un mec chez toi qui vit dans tes murs ou dans ouais, ton plafond, et genre, toi, tu le sais pas. c'est vrai. Mais je crois que t'as raison, il y a un nom enfin, en anglais, il y a un terme sur ça, mais je sais Ouais. plus ce que c'est. Attends. Mais je l'avais vu passer sur TikTok une fois, mais je me souviens plus. Mais en fait, à chaque fois, ça me réveille un autre trauma. C'est le film The Boy. Ah Tu oui, connais? oui, oui, je l'ai vu aussi. Et c'est vraiment cette histoire, en fait, mais c'est encore pire parce que ça joue un peu sur du surnaturel, alors qu'en fait, à la fin, t'apprends qu'il n'y a rien de surnaturel, c'est juste que le mec vit dans les murs depuis tout ce temps. Ouais, ouais. Je suis désolée, j'ai grave spoilé le film, mais On s'en fout, il est sorti il y a 10 ans. même plus. Ouais, même plus. Oui, non, ouais, c'est comme les squatteurs, mais en pire presque. Ah bah oui, parce qu'eux, ils se manifestent pas, enfin, Oui, c'est ça, tu sais tu pas qu'ils sais sont pas, là. ouais, ouais. Donc vérifiez tous les recoins chez vous. Si jamais vous avez des placards un peu Ouais, ouais. dissimulés. Un peu l'impression d'être dans un flip and go slip de Ah, Malala. ouais, c'est vrai. Mais moi, j'avais noté ça aussi comme moment marquant parce que pareil, quand il y a ce moment où tu comprends que elle a déjà l'habitude de prendre sa douche chez eux, genre qu'elle se Ouais. bouge plus du tout chez elle. Je te Bon, mode, après, elle a plus de douche, la girl. oui, c'est vrai, sa douche est tombée en miettes. Mais un autre moment qui m'a bien dégoûtée, c'est quand ils partent en vacances en Grèce et que bah, ils emmènent Louise avec parce qu'ils sont en mode oh bah ah ça va lui faire plaisir, attends la pauvre elle part jamais en vacances et puis en plus comme ça elle peut s'occuper des petits pendant que nous on chill quoi. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est sympa comme proposition. C'est horrible et en plus, moi, je trouve que ça rompt tellement les limites du professionnalisme parce que, genre, c'est ta nounou, c'est pas quelqu'un de ta famille. Genre, Bah tu vois, ouais. il faut savoir mettre cette barrière. Oui, mais c'est clair. Et donc, ils sont tous ensemble en vacances en Grèce. Et en fait, il y a ce soir-là où, exceptionnellement, les enfants sont gardés par la propriétaire du gîte où ils logent, parce qu'elle a aussi d'autres enfants et ils s'amusent tous ensemble, voilà. Et donc, les trois, Louise, Paul et Myriam, sortent manger au resto, boire des verres, ce qui est déjà super étrange. Tu sais, en mode. Enfin, ça fait très triangle amoureux, c'est très chelou. En mode besties. Ouais, et en fait, quand ils rentrent à leur gîte, ils sont un peu pompettes, machin. Et en fait, Louise, elle. Enfin, c'est là où c'est vraiment horrible, c'est que Louise, elle les observe et elle est en mode ah ouais, je sais que. Bon, c'est pas dit comme ça, hein, mais en mode je sais que là, ils vont aller dans leur chambre et ils vont baiser, quoi. Ils vont concevoir un troisième enfant dont je Ouais. pourrais m'occuper. Voilà, en gros, elle, dans sa tête, elle se dit ça. Et en fait, du coup, bah, après, ils partent dans leur chambre et voilà, ils font ça. Parce que du coup, bah, elle peut pas s'empêcher d'écouter. Mais moi, ce passage-là, je me suis demandé, est-ce qu'elle l'entend vraiment
Ou est-ce qu'elle le fantasme? Ah, peut-être qu'elle le fantasme en vrai. C'est pas dit, mais parce que euh, je crois que en mode elle retourne dans sa chambre ou elle passe devant leur porte ou un truc comme ça et elle entend genre apparemment des gémissements de Myriam machin et je suis vraiment en mode oh c'est dégueulasse. Mais peut-être qu'en vrai c'est dans sa tête hein. Bah, je sais pas, mais en tout cas, la façon dont c'était raconté, moi, ça m'a mis un petit doute de est-ce Hmm. qu'elle s'imagine juste pas le truc, tu vois? C'est vrai que j'avais même pas pensé à ça, mais c'est possible parce qu'en fait elle veut tellement qu'il fasse un Oui, troisième enfant pour qu'il la garde auprès d'elle que c'est elle ça. fantasme là-dessus ouais. C'est possible en vrai. Sinon, il y a un autre moment où je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est très bizarre. C'est que, en fait, Louise, elle a vraiment horreur du gaspillage. Et en vrai, je suis d'accord. Franchement, Oui, Slay, c'est t'as raison. c'est très louable comme cause. Mais le truc, c'est que Myriam, elle commence à en avoir un peu marre. Et du coup, un jour, elle jette une carcasse de poulet parce que, enfin, déjà, il faut savoir que Sarah et moi, on est végétariennes, d'accord? C'est vrai. Donc, la lecture de ce passage nous a procuré vraiment des sentiments très, très regrettables. Ouais. Mais ouais, donc en gros, Myriam jette une carcasse de poulet parce qu'elle estime que la viande est genre plus ok à consommer, je crois. Mm. Et sauf qu'en fait, quand elle rentre le soir chez elle, qui l'attend sur la table? La carcasse de poulet. La carcasse de poulet. Sauf que elle est pas juste zépo là comme ça sur la table. En fait, Louise l'a nettoyée, elle l'a frottée, elle a même fait participer les enfants, tu l'apprends après, Ouais. en mode allez, trop fun, on va nettoyer le poulet mort. Non, mais surtout que je crois, elle leur a fait manger le poulet. Je Oui, crois, genre ils ont mangé les restes de poulet tous ensemble et après elle a fait nettoyer les os aux gosses quoi en gros. oui, C'est mais vraiment c'est ça. ignoble. Et voilà. Et du coup, après, elle l'a posé sur la table en mode bon, ma girl, moi je t'ai dit que le gaspillage, ça passait pas chez moi. Mm. Donc voilà. Ceci est un avertissement. Ouais. Très bizarre cette femme. En fait, plus tu tournes les pages, plus tu te dis ok. Ouais, ouais. Et dites-vous que, enfin, après là, techniquement, on est censé être entre gens qui ont lu le livre, Ouais. mais, enfin voilà, dites-vous que des moments comme ça, il y en a plein dans le livre. Mais de fou. Donc, vraiment, en fonction de ce qui te touche le plus, tu peux être dégoûté plusieurs fois. Nous, c'était le trigger du poulet, là, ça va pas du Ouais. tout. Mais, voilà, vous avez bien compris que Louise a un très gros problème. Mais très certainement les autres personnages aussi, vous pouvez vous en douter. Et c'est pour ça que maintenant on va plonger dans leur psychologie, dans les tréfonds de leurs âmes. Qui sont très intéressantes à analyser. Vraiment. Et on va commencer par Myriam. Alors comme on l'a dit dans la première partie, elle souffre énormément depuis qu'elle est devenue maman, parce qu'elle aime ses enfants, mais bah, il y a toujours, comme dans énormément de couples hétéros, cette différence de charge mentale. Mm. C'est-à-dire que, bah, au-delà du fait que c'est elle qui s'occupe des enfants tous les jours, c'est elle, du coup, qui doit penser à tout, qui gère l'administratif avec l'école, qui gère les repas, qui doit subvenir aux besoins affectifs de ses enfants, puisque le père n'est pas très souvent là. Elle doit tout faire, quoi, tout simplement. Et l'homme, bah, comme tu l'as hyper bien dit dans la première partie, c'est lui, il se pose même pas la question de ah bah, est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis assez présent? Est-ce que je travaille trop? Enfin, voilà, lui, il n'y a Oui, pas de ou, question. ou est-ce que je devrais remettre en question mes ambitions? Est-ce que je devrais Mm, un peu freiner pour pouvoir être plus présent, etc. Genre non. Mais après, enfin, petite parenthèse, mais ça, c'est une forte inégalité entre les hommes et les femmes qui est représentée aussi dans le droit, parce que juste la différence de durée des congés mm, maternité et congés paternité. ouais. En plus, il me semble que Macron les avait encore raccourcis, Ah ouais? donc Macron démission, pour ça et pour plein d'autres raisons. Ouais, vraiment. Mais je veux dire, voilà, déjà, à partir de là, les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans le sens où la femme, on lui donne v'là les congés maternité Mm, en mode vas-y, occupe-toi bien des gosses. Et le ouais, daron, par contre, allez hop, retourne travailler. Et du ouais. coup, bah, eux, ils vont pas se faire prier, tu vois. Bah, c'est ça. Mais en fait, c'est que, bon, après, je conçois qu'une femme puisse avoir plus de congés dans le sens où t'as quand même vécu un accouchement. Oui, ça, c'est Voilà, sûr. il faut s'en remettre, c'est sûr. Mais après, enfin, pour moi, ça devrait être pareil. Genre, je vois pas pourquoi le père, il pourrait retourner plus vite au travail. Alors que quand un bébé, surtout, est tout jeune comme ça, il y a tellement de taf à faire à la maison Bah ouais, du côté des deux parents, tu vois. Genre, pourquoi ce serait justement à la daronne qui, en plus, a déjà vécu un accouchement, bah oui. bah, de s'occuper d'être à la maison pendant
je sais plus, les 3 premiers mois, ou je sais plus combien de temps c'est, mais... Bah, je crois que c'est ça, ouais, mais le truc, c'est que... Attends, je vais juste chercher pour les hommes, durée, congé... Mais je crois que c'est genre 10 jours ou un truc comme ça, c'est même moins. En France. 25 jours calendaire. Ouais, donc ça fait un peu moins d'un mois, quoi. Ouais, et les femmes, ça doit être genre 3. Ouais. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est pas le problème que... Enfin, la femme a de longs congés maternité, et comme tu disais, oui, genre tu mérites, Mago, t'as fait sortir un humain de toi, mais par contre, ouais, les hommes, enfin, je veux dire, ça veut dire qu'une fois que l'homme retourne travailler, tout repose sur la femme. Bah ouais, c'est ça. Et donc déjà là, on a un immense problème, quoi. C'est clair. Une phrase qui est dans le livre qui décrit super bien cette impression d'être bloqué dans le rôle que de mère et t'as l'impression d'être rien d'autre. C'est une citation qui est page 20, je crois. Myriam, en pensant à ses enfants, elle se dit « Il me dévore vivante ». Ouais. Et je trouve que déjà, c'est hyper violent comme phrase parce que genre, il te dévore, enfin, c'est horrible, tu vois, ça les fait presque passer comme des petits monstres. Mais en vrai, je me dis, voilà, de ressentir ça en tant que maman, c'est affreux parce qu'à la fois, tes enfants, tu les aimes et en fait, ils te bouffent ta vie, quoi. Genre, bah ouais. Vraiment. Non, c'est clair qu'elle est vraiment dans cette contradiction de... elle a envie d'être mère, mais elle a aussi envie d'être la femme qu'elle était avant que ses enfants naissent, quoi. Je veux dire, la femme qui a un boulot qui lui plaît, la femme qui a des ambitions, la femme qui a une vie sociale. Et ouais, c'est... Ben, on parlait avant du fait que c'était de plus en plus important d'avoir un équilibre entre justement vie avec tes enfants et ton travail. Et en fait, bah, aujourd'hui, et je pense toujours, hein, en tant que mère, on peut jamais être satisfaite, on peut jamais être parfaite non plus parce que, et c'est dit à la page 48 aussi, c'est une citation du livre, mais t'as toujours l'impression de délaisser un pan de ta vie pour un autre. Donc tu travailles plus, tu délaisses tes enfants, mais tu t'arrêtes de travailler parce que tu t'occupes de tes gosses, t'as pas d'ambition, et du coup tu peux plus rien faire d'autre. Enfin, en fait, tu t'auras jamais satisfaction, quoi. Ouais, c'est ça, t'as pas de juste milieu, quoi. Enfin, c'est impossible à trouver, je pense. Parce qu'il y a forcément une part de toi qui te dit que tu devrais être en train de faire autre chose. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est rageant que la majorité des hommes ne se posent jamais ce genre de questions. Enfin bon, après, on n'est pas maman, mais on n'a pas besoin de l'être pour analyser les témoignages d'autres femmes et puis même juste pour comprendre ce qui se passe dans un monde. Enfin, je veux dire, on reste des femmes quand même, donc... Oui. Des femmes hétéros qui vivent avec des hommes, finalement, c'est un peu comme avoir un enfant, quoi. Enfin... Oui. Le truc que j'ai remarqué aussi, c'est que plus tu avances dans le livre, plus tu sens que Myriam, elle reprend confiance en elle une fois qu'elle relance sa carrière. Alors, au début, quand elle est encore entre guillemets, femme au foyer, l'autrice, elle décrit ses sentiments en mode presque elle a honte de voir des gens parce qu'elle a rien à raconter, elle a pas d'ambition, elle a presque la haine contre son mari qui rentre et qui a plein de trucs à raconter, qui a plein d'évolutions dans son travail, tandis que elle est juste bloquée à la maison. Et du coup, bah après, quand elle recommence à travailler, tu ressens qu'elle a beaucoup plus confiance en elle, je trouve. Genre, presque la personnalité est différente par rapport au début du livre, même si c'est très court. Mais ouais, ça j'avais remarqué. Ensuite, on va se pencher sur le cas de Louise. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, vous l'aurez compris, elle est très énigmatique. Elle est chelou, on pourrait dire. En fait, plus on avance dans le livre... Parce que, voilà, il y a le drame au début, et on sait que c'est elle. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment c'est arrivé là. Ouais. Et du coup, plus tu avances dans le livre, et plus tu découvres un peu ses côtés sombres... Ces manies un peu, les red flags en elle qui font que tu te dis « Ah oui, elle pourrait passer à l'acte. » tu vois. Et en fait, on sait quelque chose sur son histoire parce qu'on a on en reparlera après, mais des personnages un peu annexes qui contribuent à raconter un peu son histoire. Et clairement, elle n'a pas une vie très joyeuse, quoi, on peut se le dire. Elle a passé toute sa vie à garder des enfants pour des employeurs, donc elle a beaucoup été effacée au cours de sa vie par les autres, donc ses employeurs, mais aussi son mari, qui avait l'air d'être un sacré connard, et qui en plus avait des problèmes d'argent. Oui, donc, et qui est mort en lui laissant toutes ses dettes. C'est ça, voilà, un petit cadeau d'au revoir. Et en fait, on lui en veut pas. Elle fantasme vraiment sur le mode de vie bourgeois de ses employeurs. Parce qu'elle se dit, ça pourrait être ma vie, en fait.
Et donc, elle veut à tout prix faire partie de cette vie-là, quoi, goûter à ce qu'elle n'a pas droit. Ouais. Mais en plus, tu vois, désolée, je te coupe, mais le truc que j'ai trouvé hyper spécial aussi dans ce livre, c'est que c'est pas elle veut faire partie de leur vie en mode, par exemple, elle pourrait être jalouse de Myriam, tu vois. Oui. Il y aurait pu avoir ce truc de, elle veut prendre la place de Myriam, sauf que là, c'est pas ça, genre, elle veut faire partie de leur vie, elle veut juste être nounou, mais vraiment être dans leur vie, tu vois ce que je veux dire, en mode... Ouais, vivre comme eux, quoi. Ouais, c'est ça, elle veut être un élément essentiel de cette famille. C'est ça. Mais après, vous allez vous dire, mais la girl, elle n'a pas une famille à elle-même. Bah, bon, déjà, on vous a dit que son mari était mort. Mais par contre, elle a une fille. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'elle n'est plus du tout en contact avec sa fille parce qu'elle a fugué, elle est partie un jour, elle n'est jamais revenue. Mais en fait, ce qui est ouf, moi, je me suis dit, c'est que, attends, la dame, elle a passé sa vie à s'occuper des enfants des autres. Et elle avait une fille. Ouais. Et ça ne s'est jamais bien passé, genre elle l'a trop mal éduquée, il y avait zéro entente. Ouais, zéro contact. Et je me dis c'est trop dommage. Et après, ça on pourrait en parler un peu, mais c'est pas c'est pas beaucoup le sujet, mais sa fille Stéphanie, tu ressens de ouf qu'en fait Louise a toujours priorisé les enfants de ses employeurs et qu'elle avait juste l'impression de déranger. Ouais, tout le temps. Et c'est pour ça qu'elle s'est cassée, quoi. Genre, elle s'est dit, on veut pas de moi ici, je me barre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est méga triste parce que, voilà. Ouais, c'est clair. Mais ce qui va dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est qu'en tant que nounou, en fait, dans le livre, elle a aucune identité. Genre, elle est ni tout à fait maman, puisque c'est pas ses enfants dont elle s'occupe, même si elle en a une. Mais c'est pas non plus une femme indépendante avec une carrière, puisqu'elle est que nounou, entre guillemets. C'est pas je dénigre pas le métier de nounou, mais c'est justement pour dire qu'aux yeux de ses employeurs, elle est que nounou. C'est ça. Et l'exemple qui est hyper flagrant de ça, c'est que y a un moment dans le livre où Myriam et Paul la croisent. Enfin, eux, ils sont en voiture et ils la voient en train de marcher dans la rue. Et en fait, ça leur fait bizarre de la croiser et de se dire « Ah bah, elle a une vie en dehors de nous ». Oui, mais ça, t'as bien fait de le relever parce que ça m'a un peu refait penser à un truc aussi, c'est que... Tu sais, t'as un peu ce même sentiment, mais tu sais, quand t'es genre au primaire ou au collège, et que tu vois ton prof quelque part, et tu te dis, mais attends... T'es pas que prof, genre Genre, t'es pas un PNJ qui reste dans l'école. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que ça, c'est justement comment dire, c'est une réflexion que tu te fais quand t'es jeune, justement, tu vois, que t'as du mal à évaluer un peu la globalité du truc. Et justement, le fait que eux, en tant qu'adultes, se disent ça, ça prouve à quel point ils savent rien d'elle, à quel point pour eux c'est justement la nounou. Ouais, c'est pas un être humain presque. Ouais, c'est ça. Et puis Louise, elle est dépendante de la vie de ses patrons dans le sens où elle veut absolument s'immiscer dedans, mais eux aussi ils contribuent à instaurer cette dépendance puisqu'en fait même eux, enfin Myriam et Paul, ils parlent de Louise à leurs potes en disant ah ma nounou, notre nounou, genre comme si elle les gardait eux, genre trop bizarre. Enfin. Oui, et puis comme si elle leur appartenait aussi, je trouve. Oui. Tu vois, en mode c'est, je sais pas, tu dis c'est mon chien. Ouais. C'est elle est à moi. Ouais, c'est elle est à nous. Je la paye, je l'ai achetée. Oui, en fait c'est ce que tu disais avant, c'est qu'ils ont pas du tout instauré ce barrage professionnel. Bah oui. Ils l'ont invité dans leur vie pour après vouloir la tège en fait, en quelque sorte. Surtout que dans le livre c'est très progressif, c'est-à-dire que elle vient le matin et puis au final, bon, elle repart un peu plus tard le soir. Ah, et puis une fois elle peut manger avec nous. Oh, et puis si on la prenait en vacances. Enfin, tu vois, je veux dire, il plonge petit à petit dans la démesure. Ouais, c'est ça. Où en fait, il la ramène en vacances et tout, mais en fait, c'est un peu lunaire dans le sens où tu as une relation quand même employeur-employé et tu peux pas en fait fixer de limites si tu te comportes comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, tu te rapproches d'elle et tout, et après tu te dis, bon, par contre, t'es viré. Ouais. Genre, c'est ça. Rentre chez toi. Mec, Et ça m'a grave fait penser aussi à la dépendance des bourgeois envers les classes populaires, dans le sens où ils font tous, les gens des classes ouvrières, on va dire, ils font tous les métiers les plus contraignants, mais en même temps les plus essentiels à la société. Et sans eux, les riches survivent plus, comme Myriam et Paul, ils peuvent plus survivre sans Louise. Genre, ils savent plus rien faire sans elle, quoi. Mais c'est ça, et moi j'irais même encore plus loin. Je pense qu'au-delà du fait que les personnes de classe sociale très élevée dépendent des classes populaires, je dirais aussi qu'ils dépendent de l'immigration.
Oui. Parce que on De le ouf. voit beaucoup dans ce livre aussi, que les nounous sont vraiment très Oui, issus c'est de l'immigration. vrai. C'est des femmes qui viennent de Côte d'Ivoire, des Philippines, Des pays de l'Est. ouais, de Russie même. Ouais. Enfin, c'est vraiment des femmes issues de l'immigration. Et ça rappelle qu'au-delà du fait qu'elles appartiennent à une classe populaire, elles appartiennent à l'immigration. Et qu'en fait, les gens, les riches, qui gardent leurs gosses, qui fait leur ménage, Ouais, c'est ça. ça te prouve juste qu'en fait, tu ne peux pas vivre, enfin, tu peux pas prétendre vivre sans l'immigration. Oui, c'est ça. Et pour finir, nous avons Paul, qui est juste un homme en fait. Ça me fait trop penser à la chanson de Lana Del Rey. Tu sais, qui fait You're just Just a a man, man. that's what you do. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vraiment ça. Bah, Paul, il se met presque pas à la place de sa femme, à la place de Myriam. Il décrédibilise ses émotions. Genre, il la juge un peu quand elle dit qu'elle veut reprendre le travail. Mais surtout que je sais plus pourquoi. Genre, c'est quoi ces raisons de s'opposer à sa reprise du travail? Je sais plus si c'est des raisons en mode bah, si on doit embaucher quelqu'un, ça va être dur en termes Ouais. de. Enfin, je sais plus. Ouais, je crois que déjà il y a ça en mode ah ouais, mais il va falloir qu'on joigne les deux bouts, tu vois, machin. Et puis aussi que elle, quand elle lui dit qu'elle veut reprendre le travail, elle s'attend à ce qu'il soit hyper content pour elle, en mode ah c'est bien, tu veux refaire quelque chose et tout, c'est cool. Alors qu'il est juste en mode ah, t'es sûr, genre. Tu veux pas Et rester esclave à la maison? ouais, Enfin, et du coup elle est grave dégoûtée parce qu'elle est en mode bah mec, pourquoi moi j'aurais pas le droit de travailler alors que toi si. légitime. De ouf. Donc, ouais, il est pas très intéressé, pas très impliqué. Il se sent pas très concerné non plus. Ouais. Mais par contre, ouais, moi je tiens à relever un truc, c'est qu'il a quand même eu, je trouve, notamment dans le voyage en Grèce avec la nounou, des pensées un peu cheloues sur Louise, on est d'accord? Parce que Ouais, c'est vrai. il faut savoir qu'elle ne sait pas nager. Et le mec se dit, ok, je vais lui apprendre, ou au moins je vais essayer de faire en sorte qu'elle se sente plus à l'aise dans l'eau. Et genre, il la tient en planche, genre, c'est-à-dire elle est allongée sur le dos dans l'eau. Et genre, il dit qu'il y a une main sous la nuque et une main sous ses fesses. Genre, enfin, déjà, tu peux pas mettre ta main ailleurs. Mais grave, genre, je sais pas, il y a ses jambes, son dos. Ouais, enfin, il y a plein d'endroits vraiment où tu aurais pu poser tes mains. Et le pire, c'est qu'il commence à se faire des réflexions dans sa tête en mode ah ouais, j'avais pas remarqué, mais elle est pas si laide en fait. Ouais. Non mais dégueulasse. Et en mode oh bah je pourrais peut-être la pécho quoi. Enfin, je l'ai lunaire. Ça va pas. Genre ah. Ouais. Là, il faut qu'on parle parce que ce livre, je pense qu'il a remis quelques-unes de nos perceptions en question concernant l'avenir. Littéralement. Enfin, je pense que c'est des pensées qui étaient peut-être déjà présentes, mais ce livre n'a fait que les confirmer. Ouais, vraiment. Il y a le truc qu'on commençait à dire avant, mais genre on n'est pas maman toutes les deux et on ne projette pas d'être maman genre là dans les années à venir. Ouais, vraiment pas. Mais tu vois, enfin moi on va dire c'est pas mon but ultime dans la vie de faire des enfants, de me marier et tout, genre pas du tout, je considère que c'est un plus, mais je sais que, enfin surtout le mariage, en mode, c'est pas très important, mais en vrai je sais que là, la personne avec qui je suis, j'ai envie d'avoir des enfants avec un jour. Oui. Et c'est quelque chose que j'ai jamais eu avant. Bon, après, j'étais plus jeune aussi, donc forcément, j'y pensais pas trop. Mais même dans mes anciennes relations, je me suis jamais projetée à ce point sur en mode une vie de famille. Et là, c'est vraiment le cas. Sauf qu'en fait, je te jure que la vision de la société sur les mamans me donne vraiment juste envie de jamais être maman. Et même la réalité. Ouais, oui, la réalité, oui, au-delà de juste... Ouais. Parce qu'encore, si c'est juste la vision des gens, bon, voilà, ils peuvent penser, voilà. Mais... genre limite j'ai presque envie de ne pas faire d'enfant juste par conviction en fait parce qu'il y a tellement d'études qui prouvent que la qualité de vie d'une femme baisse enfin s'empire énormément une fois qu'elle est maman ou qu'elle est mariée tandis que au contraire celle de l'homme s'améliore. Et en fait je pense que ce qui me fait le plus enrager c'est que aux yeux de la société genre une fois que t'es maman t'es que maman. Oui. Genre, t'es pas autre chose. Alors que, par contre, un mec qui devient papa, c'est pas juste un papa, c'est un mec qui a des enfants. Mais une meuf qui a des enfants, c'est juste une maman. Genre, c'est comme si on te voyait plus que par ça, genre. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'enrage. Et en fait, j'ai pas envie de faire des enfants et de perdre mon identité, en fait, tu vois. Ouais. Non, c'est clair. En soi, dans mes réactions un peu en ayant fini le livre... Genre, je trouve que, tu vois, c'est un livre que t'as besoin de digérer un peu.
Ouais. Enfin, je trouve, tu vois, il faut laisser un petit peu les choses passer. Et genre, tu vois, parce qu'il aborde tellement de sujets, tellement de choses et tout, que quand tu l'as fini, t'es vraiment juste en mode, ok, waouh. Et il faut un peu de temps, il faut prendre un peu de recul pour vraiment, peut-être même le lire une seconde fois. En tout cas, je trouve que c'était hyper intéressant, surtout parce que a priori, il se présente un peu comme un thriller. Mais en fait, t'as plein d'analyses sociales dedans. Je pense que vous avez compris maintenant depuis le temps qu'on en parle. Mais ça m'a fait penser, je vous fais une petite recollecture à Impact d'Olivier Norek. Ok. J'adore Olivier Norek. Mais c'est aussi un livre, en fait, qui se veut être un roman policier. Et qui l'est, franchement, sur ce côté-là, il y a vraiment zéro souci. Mais qui a aussi, pour le coup, là, ça parle plus d'écologie. Ok. Et en fait, moi, ça mêle vraiment mes deux passions. Best of both worlds, comme on dit. Donc voilà, moi, j'ai adoré. Donc, je vous le conseille. Trop bien. Mais écoute, moi, je note cette reco, en tout cas. Mais par contre, moi, une réflexion que je me suis faite à propos de chansons douces, c'est que, en fait, c'est horrible, mais l'histoire est d'une banalité effrayante. C'est-à-dire que, en fait, la famille Massé, c'est vous et moi, quoi. C'est n'importe qui. Et du coup, tu le disais avant, ce drame, en fait, il peut arriver à tout le monde. Enfin, il faut avoir une nounou quand même. Mais je veux dire, techniquement, ça peut toucher n'importe qui. Et du coup, c'est effrayant, tu vois. Genre, tu sais, t'es pas dans une histoire un peu, où tu peux t'identifier, mais tu te projettes pas non plus en mode ça pourrait arriver, tu vois. Là, c'est vraiment d'une banalité effrayante. Non, c'est vrai, c'est complètement ça. Bah, j'en profite pour enchaîner sur les trucs les points qu'on a aimés, pas aimés, parce que justement, moi, dans ce que j'ai aimé, et ça va un peu avec ce que tu dis là, c'est que je trouve que Leila Slimani, elle est hyper douée pour raconter les sentiments humains les plus sombres et les plus inavouables. Genre, c'est vraiment très on point, tu vois, genre la manière dont elle les décrit. Elle devrait faire une collab avec Maxime Chatham. Juste pour analyser les tréfonds de l'humanité. De ouf. Comme il le fait si bien. Mon rêve. Tu sais, c'est quoi les points que t'as préférés dedans? En fait, comme je le disais avant, t'as plein d'éléments, en fait. Enfin, tu vois, l'histoire est un peu centrée quand même sur leur petit cocon familial. Mais t'as des chapitres qui prennent un peu de recul et incluent d'autres gens autour. Comme par exemple Stéphanie, la fille de Louise, comme les anciens employeurs de Louise. Et en fait, ces autres personnages permettent d'avoir d'autres points de vue de Louise. Et du coup, de comprendre un peu mieux pourquoi elle est folle. Elle est folle. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis surtout, le fait que le livre commence par la fin, c'est que tu te mets un peu à scruter tous ses faits et gestes, qu'est-ce qui fait d'elle vraiment cette personne qui passe à l'acte et tout. Et surtout, c'est horrible parce que nous, on sait ce qui se passe. Et les parents, eux, ne le savent pas. Et du coup, tu veux leur dire, genre, mais vite là. Mais il y a un moment, justement, qui est... Bon, je sais pas si je le couperai parce que ça fera peut-être long, mais il y a un moment qui est horrible, justement, par rapport au fait que, justement, nous, on sait, les darons pas. C'est à la toute fin, quand t'as le point de vue de l'enquêteur qui doit aller annoncer à Paul que Louise a assassiné ses enfants. Et qu'en fait, je crois qu'il revient genre d'un espèce de voyage à Londres, genre pour le travail et tout. Et qu'en fait, l'enquêteur, il l'attend à la sortie du train. Il a attendu... il n'est pas venu à sa rencontre, genre à la sortie du wagon. Il a attendu que Paul arrive vers lui. Il a attendu le dernier moment, en fait, pour lui laisser ces quelques derniers instants où sa vie était encore heureuse et normale. Et intacte, Et j'étais vraiment en mode waouh, c'est horrible. Mais tu sais que, fun fact, ça c'est la citation que je voulais mettre à la fin. Parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment. C'est incroyable ce truc de. Tu sais que tu vas dire quelque chose et tu vas changer à tout jamais le cours de la vie de cette personne. Et du coup, genre, ne serait-ce les quelques secondes que tu pourrais lui laisser de répit, tu le fais parce que t'es en mode ce que je vais lui dire en fait. Sa vie sera plus jamais pareille. C'est horrible. C'est terrible. Ça m'a fait penser à la délicatesse. En fait, quand Nathalie, je spoil pas au cas où, mais quand Nathalie rentre chez elle après le drame, et en fait, elle était en train de lire un livre avant le drame. Et en fait, quand elle rentre, elle retrouve ce livre, et elle se dit, mais est-ce que je peux reprendre ce livre maintenant, alors qu'il y a eu ce drame entre, tu vois. Ça m'a fait trop penser à ça.
Ouais, de ouf. Oui, c'est vrai, moi aussi, maintenant que tu dis ça. Bref, maintenant, allez écouter l'épisode La délicatesse de David Fuenkinos. Grave, pour comprendre la ref. Vous attendez quoi, en fait? Si vous l'avez déjà écouté, c'est très bien. Vous êtes des bons élèves. Pour les points qu'on a moins aimés, moi, le seul truc qui me fout un peu le seum, personnellement, c'est que à la fin, on sait pas pourquoi précisément elle a fait ça, même si j'imagine qu'elle a juste plongé totalement dans son délire et que ça l'a rendue folle et qu'elle a pété les plombs. Mais vraiment, ça me titille, genre, qu'est-ce qui s'est passé juste avant pour qu'elle fasse ça, quoi. Genre, est-ce qu'il y a eu un truc où juste elle a prévu ça de sang-froid, enfin, trop de questions. Bah, moi, franchement, le seul truc un peu négatif que j'ai retenu, c'est la même chose. Enfin, j'ai rien vu d'autre de négatif que ça, et encore négatif, enfin, c'est juste notre perception des choses. Mais ouais, c'est la fin, quoi, en mode... moi, j'ai tellement de questions encore. Tu vois, moi, j'ai envie qu'il y ait une FAQ à la fin pour répondre en mode... est-ce qu'elle va sortir du coma? Est-ce que Myriam et Paul, ils vont se séparer parce que cette perte, elle les aura totalement brisées? Ou est-ce qu'au contraire, ça les a soudés? Ils retournent pas dans leur appart, ce qui, a priori, est logique. Parce que, bon, leurs enfants sont quand même morts. Mais est-ce qu'ils changent de ville? Ou est-ce qu'ils changent juste d'arrondissement? Enfin, c'est vrai. Il y a tellement de questions qui se posent. Mais tu vois, par rapport à Louise... J'avoue que j'ai aussi ressenti un peu ce truc de... du coup, tu sais pas vraiment la raison précise de pourquoi elle le fait. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui l'a fait switch du jour au lendemain. Moi, je pense que c'est vraiment ce dont tu es témoin dans tout le livre. En fait, sa descente aux enfers psychologiques. Et en fait, elle tombe vraiment progressivement dans... de la mélancolie, de la haine, de la tristesse. Enfin, il y a plein d'émotions qui se mélangent. Et je pense qu'en fait, le drame, c'est vraiment... le résultat de tout ça, tu vois. Et encore, je trouve que moi, c'est limite un peu prémédité, parce que je sais pas si tu vois, mais il y a un moment où, justement, elle a des pensées vraiment très, très sombres, et elle est en mode, il faut que quelqu'un meure. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Oui. Mais après, ce qu'on comprend juste pas, ce qu'on ne sait pas, du coup, c'est quel est son raisonnement exact. En mode... bon, je vais tuer les 2 enfants, du coup, ils vont être obligés d'en refaire, donc... je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, genre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou elle s'est dit peut-être, je sais pas, je les tue comme ça, maintenant, il y a plus de place dans l'appart, moi, je peux peut-être m'installer. Enfin, je sais pas. C'est vrai. Mais le pire, c'est que elle les aime, les enfants. Et c'est dit plusieurs fois. Et du coup, je pense que, il y a vraiment un truc qu'on ne saura jamais, parce que ça lui appartient à elle, mais qui fait qu'elle est passée à l'acte. Ouais. En vrai, ce que j'imagine là comme théorie, c'est que vu que Louise, elle a littéralement presque pris la place de Myriam dans le rôle de maman, en fait, que c'est elle qui a repris toute cette charge mentale que Myriam avait avant, et qu'au bout d'un moment, elle a tellement plus supporté que... elle tue les enfants, mais elle essaie de se tuer avec parce qu'elle les aime tellement qu'elle peut pas vivre sans eux, mais elle en peut plus, genre... Peut-être un truc comme ça. Ok. J'avoue, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est une conclusion alternative. Alors, petit moment de thérapie. Oui, puisqu'encore une fois, nous sommes le Book Therapy Club. Je vais arrêter de faire cette blague. Mais quel est ton ressenti? Moi, il y a un mot qui m'est venu, c'est glacé. Genre, ça m'a glacé. Enfin, en fait, vraiment, j'ai pas d'autres mots pour le décrire parce que il y a... Comme si durant tout le livre, t'avais un frisson énorme. Genre, tellement c'est horrible. Et qu'à la fin, t'en ressors vraiment glacé, quoi. Genre, hébété. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Justement, moi, mon mot, il reprend un peu ça. C'est j'ai choisi pétrifié. Parce que tu ressors un peu, dans un espèce de... Comment dire, t'es un peu bloqué, t'es un peu en mode waouh. Et j'ai l'impression que justement, tout au long du livre, t'as un espèce d'étau qui se resserre sur toi, en mode plus tu tournes les pages et plus il se passe des trucs chelous qui te font dire que ça arrive, quoi. Ouais. Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle in a haystack. That's why you should try ZipRecruiter for free. On va maintenant passer à la dernière partie de cet épisode et comme d'habitude, on va terminer sur notre citation préférée ou une phrase qu'on a trouvée importante. Est-ce que tu veux commencer? Je peux. Vas-y. Alors, ce n'est pas une citation qui spoil en soi, mais je vais juste vous remettre un peu de contexte parce que bon, comme vous l'avez
compris, il y a un drame qui se produit dans ce livre. Et donc, qui dit drame dit un policier qui va venir annoncer aux parents le drame. Et donc, en fait, le policier attend justement le père quand il sort du train pour aller à sa rencontre et pour lui dire. Et c'est écrit, je vous cite, « Il n'est pas allé à sa rencontre. Il voulait lui laisser encore quelques minutes, encore quelques secondes avant de l'abandonner dans une nuit interminable. » Et ce passage est trop badant, parce que, on en parlait dans la partie spoilers, mais en gros, c'est vraiment genre le policier sait quelque chose qui changera à tout jamais la vie de cet homme. Et il essaye de repousser au plus le moment de lui dire parce qu'il sait que ce sera plus jamais pareil après. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça. C'est horrible. Alors moi, c'est un peu moins glauque. Mais va falloir que je mette un petit peu de contexte aussi. Moi, c'est juste une phrase que j'ai trouvée jolie, donc ça va être très court. Mais en gros, c'est un moment où Mila, donc la petite fille, va se balader avec Louise et Adam. Ils sortent tous les trois un soir. C'est l'hiver, il fait sombre et c'est pas une soirée particulièrement joyeuse. Mila, elle s'ennuie un peu et elle trouve Louise de plus en plus bizarre, donc elle est pas très à l'aise. Et Louise lui paye une glace. Et déjà, Mila, elle ose pas trop lui dire qu'elle a pas envie de glace. Et au final, cette glace qu'elle mange, elle ne la déguste pas plus que ça. Parce qu'il fait froid. Et puis, elle est pas bien, donc elle kiffe pas le moment. Et il y a une phrase que j'ai trouvée hyper joliment dit. C'est donc quand elle mange la glace, il y a écrit « Dans son estomac vide, la glace tombe en lourds flocons ». Et j'ai trouvé ça mime, c'est en même temps assez puissant comme phrase, genre... En plus, c'est super triste parce que dans son estomac vide, pourquoi ? Parce qu'ils viennent d'aller au restaurant, mais elle a rien mangé parce que justement, elle se sent pas bien et elle est pas à l'aise, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et aussi, je trouvais que c'était un des moments où t'as grave le point de vue de la petite fille qui est spectatrice de tout ça. Et ça fait grave la peine, en fait. Bichette. Voilà. Bon. C'était pas si positif que ça, finalement. Oui. Mais on espère que cet épisode vous a plu. Le thème du prochain épisode, on est sur quelque chose de beaucoup plus joyeux. Oui. De beaucoup plus... plus égale plus, j'ai envie de dire. Tu spoil. Non, je rigole. Mais rappelez-vous, en août, on avait fait un épisode dans la bibliothèque de Dua Lipa. Et cette fois-ci, nous allons faire... Dans la bibliothèque de Lena Situation. Oui. Voilà, on reprend ce format qu'on continuera avec d'autres personnes, que vous pouvez d'ailleurs nous suggérer. Et donc cet épisode sortira le 23 novembre. Et il faut savoir que l'anniversaire de Lena, c'est le 20 novembre. Donc en fait, on lui fait un cadeau d'anniversaire et c'était même pas fait exprès. Mais c'est comme avec Dua Lipa. On a aussi sorti genre l'épisode 3 jours, ou même le jour même de son anniv. On est trop forts. Alors que c'était pas du tout prévu. Hilarant. En attendant ce prochain épisode, vous pouvez venir voir nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok, où c'est toujours @booktherapy.club. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire, venir nous parler, nous suggérer des prochains épisodes, des prochaines personnes dont on va s'immiscer dans la bibliothèque. Oui. Par exemple. Et d'ici là... Bisous. Bisous.